Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir, bonsoir. Nous sommes dans notre espace de psychanalyse pour tous. Un rendez-vous du mardi à 21h. Bienvenue à tous. Et alors, attendez, on va regarder ici. Donc, bienvenue à tous sur ce nouvel épisode, Marie-Laure, ce nouvel épisode de Psychanalyse pour tous. Et aujourd'hui, nous allons voir la maladie du tourment. La maladie du tourment. Céline, bonsoir. Bonsoir Céline. Nathalie. Alice, bonsoir. Nadia, bonsoir. Alors, la maladie du tourment. Françoise, Michel, bonsoir. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Clémence Lenis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Celo à Madrid. Laura, Nousra, Marlène, Monique, Simon, bonsoir. Comment allez-vous? Asiba, Ouaïba, Pascal, du Liban, bonsoir Pascal. Sébastien, Annick, bon, je ne sais pas. Anan, bonsoir. Daniel, Catherine, donc bienvenue. Donc aujourd'hui nous allons encore une fois parler de Néléa, Cédine, Lia. Donc nous allons parler de nous tous. D'accord, donc encore une fois, nous nous retrouvons en train de parler. La maladie du tourment fait-elle référence à la dépression? Céline, non, c'est un petit peu différent. Linda, bonsoir. Être tourmenté. Tourmenté. La maladie du tourment, c'est la maladie d'être tourmenté. Alors bien évidemment, Katia, bonsoir. Jessica, bonsoir. C'est un titre que j'ai mis qui n'a rien à voir avec une maladie particulière, sinon que d'une manière, Daniela, bonsoir. Lomna, bonsoir. D'une manière ou d'une autre, nous sommes tous un petit peu, nous avons tous des tourments. Estelle, bonsoir. Laura, superbe ta veste avec les tables derrière. Non, t'es sympa. Merci. Carlos, bonsoir. Alors, vous allez bien? Céline, cogiter, par exemple. Alors, Anis, bonsoir. Alors, nous nous retrouvons donc avec la maladie du tourment. La maladie du tourment. Donc, j'ai vu que Carlos a commencé à partager. Donc, vous savez que cette vidéo, vous pouvez la partager sur vos réseaux pour que nous ayons la possibilité, ou pour que d'autres personnes aient la possibilité d'avoir accès donc à cette diffusion de la psychanalyse en direct le mardi à 21h. Donc, j'ai vu Manina, bonsoir. Saloua, bonsoir. Serge, Daniel, Nathalie, bonsoir. Je crois que j'ai raté 2 ou 3 personnes sur la liste. Excusez-moi. Est-ce la maladie de l'anxiété? Non, le tourment, les personnes qui vivent tourmentées, ça fait référence plutôt à ce qu'on appelle la névrose obsessionnelle. D'accord? Monir, bonsoir. Donc c'est en relation avec la névrose obsessionnelle. Sonia, bonsoir. Ça va bien, merci Sonia. Ici, ça va bien quand je suis avec vous. Donc, la maladie du tourment. Alors, c'est une caractéristique, le tourment, on va voir que c'est une caractéristique qui fait référence à la névrose obsessionnelle. Jaudi, Racha, bonsoir. Et alors, on va voir que quand on fait référence à la névrose obsessionnelle, et ça c'est intéressant, on fait référence donc à la névrose obsessionnelle et aussi à ce qu'on appelle, Jean-Loup, bonsoir. Sonia, elle est due à quoi cette névrose obsessionnelle? Nadine, bonsoir. Marie, bonsoir. Névrose obsessionnelle au TOC, oui, c'est ce qu'on a, les nouvelles appellations. Donc, la névrose obsessionnelle, l'hystérie et la phobie sont 3 structures, parce que ce ne sont pas des maladies, ce sont des structures psychiques. Et Salma, bonsoir, ce sont des structures psychiques qui ont un point commun, toutes les 3 ont un point commun, qui fait référence, on va les appeler aussi, princesse coucou, on va les appeler aussi des névroses de transfert. Et quand on appelle une névrose de transfert, c'est une névrose où en fait
on va voir que, Alessandra, bonsoir, que les troubles, l'origine des troubles qui se manifestent dans la conscience viennent, on va dire, sont dus ou se trouvent dans la sexualité infantile. Encore une fois, elle est toujours là, cette sexualité infantile. Pasquale, bonsoir. Donc, et quand on fait référence à la sexualité infantile, à quoi on fait référence? De quoi on parle quand on parle de la sexualité infantile? Quand on parle de la sexualité infantile, en fait, on fait référence à cette époque du développement à cette époque du développement de la sexualité de l'enfant, et en fait que cette sexualité que nous avons tous oubliée, dans le sens où c'est notre sexualité qui a été réprimée. C'est cette partie de ce premier développement sexuel, de ces premières découvertes qui a été réprimée. Donc, par exemple, à l'âge de 5 ans, si vous voulez, Céline, donc à l'âge de 5 ans, par exemple, ou un peu avant, non? Ça dépend des enfants. Mais de toute façon, ce n'est pas vraiment l'âge, puisque, rappelez-vous, Céline, que nous, on va s'occuper de la sexualité infantile chez l'adulte, comme dans cette maladie du tourment, ou dans la névrose obsessionnelle, ou dans l'hystérie, c'est-à-dire qu'on va voir comment est toujours actuelle cette sexualité infantile, c'est-à-dire que on n'en a pas conscience, effectivement, Sonia. D'accord? C'est-à-dire que cette sexualité infantile, on pourrait penser que comme elle appartient à l'enfance, et que l'enfance, a priori, elle est terminée, elle n'a plus rien à faire là, et pourtant, elle est toujours là. Elle est toujours là. Rappelez-vous aussi qu'on avait vu, et qui est important aussi de voir, c'est que notre sexualité adulte, en fait, c'est notre sexualité infantile à condition d'être réprimée. D'accord? Donc, nous savons que cette sexualité infantile, en fait, on ne va pas pouvoir l'éliminer. Elle va nous accompagner toute notre vie. Mais elle va nous accompagner toute notre vie, mais il faut savoir, on va dire, qu'est-ce qu'on va en faire, parce que quand elle est trop présente ou quand elle se manifeste trop dans la conscience ou dans la vie, ou qu'elle fait obstacle à la réalisation de la vie, au développement de la vie de l'individu, ben évidemment, là, il y a des conflits. Non? Donc, il va être nécessaire, quand on parle de sexualité infantile, il va être nécessaire de refaire référence à ce qu'on appelle le temps de la psychanalyse, le temps en psychanalyse. Parce que, comme je viens de le souligner, le temps en psychanalyse, c'est pas que nous allons aller voir ce qui s'est passé dans l'enfance du sujet, ni qu'on a besoin que le patient nous parle de ce qui lui est arrivé dans l'enfance, sinon qu'on va voir comment cette sexualité infantile se manifeste dans le présent. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du passé, il ne s'agit pas de l'enfance, il ne s'agit pas des événements vécus, il s'agit de cette sexualité infantile présente, actuelle, chez l'adulte. Ça me fait encore plus plaisir de vous revoir et de vous écouter. Très bien. D'accord? C'est-à-dire c'est cet infantile qui est là aujourd'hui, et c'est ça que nous allons travailler. C'est-à-dire que nous n'allons pas faire une opération pour aller opérer ce bébé, sinon que nous allons voir comment cette sexualité, elle est toujours là dans la vie de l'adulte. Parce que si nous pensions que le temps, c'est un temps chronique, non, la sexualité infantile, elle aurait dû disparaître. Et en fait, elle ne disparaît pas, elle est là, elle va nous accompagner toute notre vie. C'est pour ça que nous ne pouvons pas rationaliser les faits. Il ne s'agit pas d'une causalité, c'est pas à cause de que, sinon que ce sont dans la psychanalyse, on va dire c'est une autre manière de penser. C'est-à-dire qu'on va voir qu'il ne s'agit pas de ces manières, cette manière de penser le temps qui existait avant la psychanalyse, ou qui existe toujours bien évidemment, mais la psychanalyse, Sandrine, bonsoir, apporte une nouvelle manière de penser l'individu. C'est ça qui nous intéresse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous pouvons penser l'être humain d'une manière différente. Une différence entre sexualité infantile et le fait que l'enfant vit les effets de la sexualité de ses parents. Entend, etc. Voit maman après aux yeux rouges, après avoir entendu. Mais ça, c'est les expériences vécues, Laurent. Donc une chose, ce sont les expériences vécues dont l'adulte se rappelle. En plus, en général, il se rappelle peut-être parce qu'on lui a raconté, parce que les frères lui en ont parlé. Donc ce sont des expériences vécues
que peut-être le patient va amener en psychanalyse, dans son travail analytique, dit ah bonsoir, hein, non, il va faire référence à ça. Mais ici, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas exactement l'expérience vécue, parce que l'expérience vécue, non, on va voir qu'il y a trois conditions. Il y a la sexualité infantile réprimée, et qui vont intervenir. Il y a l'espérance vécue, et Loris, bonsoir, l'expérience donc de chacun, et en plus il y a tout le contexte familial, tout le contexte social dans lequel l'enfant s'est développé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont rentrer en jeu, mais que dans tous les cas, pour la psychanalyse, le plus important pour la constitution du sujet, puisqu'en fait on avait déjà vu que le sujet il va passer par différentes étapes et que nous allons tous passer par ces mêmes étapes, mais tous d'une manière différente, c'est vrai. Nous allons tous passer par ces mêmes étapes et nous allons tous nous constituer comme êtres humains en passant par le complexe d'Oedipe, qui ne va donc jamais nous quitter, non ? Donc c'est-à-dire que la psychanalyse, elle nous ouvre avec cette nouvelle manière de penser l'être humain, avec cette manière de penser l'être humain comme quelque chose, en fait, qui n'est pas de cause à effet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prédire, on ne peut pas dire tiens, je vais éduquer mon enfant en essayant d'être ceci, en faisant cela, comme ça dans l'avenir. Et non, non, nous ne pouvons pas faire ce genre de calcul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cause à effet dans l'être humain. Je veux dire que le travail des parents, on va dire, c'est de s'occuper d'eux-mêmes pour être le mieux avec eux-mêmes et qui va être donc la meilleure expérience qu'ils vont pouvoir montrer à leurs enfants, c'est-à-dire leur montrer la possibilité qu'il existe une femme qui peut être heureuse, qui peut être mère et en plus être femme, et qu'un homme, il peut être le mari et il peut être aussi le père de ses enfants, et que tout ça, ce sont différentes fonctions qu'il va réaliser dans sa vie et qu'il arrive à le faire sans Sandra bonsoir, non, à le faire avec simplicité, avec ses erreurs, qui font partie du développement de chacun. Il n'existe pas de processus parfait. Donc cette psychanalyse, ce qui est passionnant, et c'est pour ça que vous êtes si nombreux à venir aussi ici à ce rendez-vous du mardi à 21h, parce que en fait la psychanalyse, elle nous propose une nouvelle manière de nous penser. Nous pouvons nous penser d'une manière différente. Donc, c'est-à-dire que c'est une fois que le sujet est en psychanalyse, bénisse, bonsoir, une fois que le sujet est arrivé, que la personne a contacté un psychanalyste et qu'elle a pris rendez-vous et qu'elle va commencer à parler, qu'elle va commencer son apprentissage pour apprendre à parler, à utiliser cet espace qui lui appartient pour dire voilà, c'est un espace qui m'appartient et je peux apprendre à parler librement. Non ? Et il va nous présenter, donc il peut y avoir des cas où le sujet va nous présenter donc des troubles névrosés. Et les troubles névrosés, ce sont donc des conséquences, ça nous le savons, ce sont des conséquences de désirs inconscients qui s'expriment. Et qui s'expriment comment ? Qui s'expriment dans ces symptômes, dans ces manifestations. C'est-à-dire que ce sont des désirs inconscients qui n'ont pas été reconnus par le sujet, mais qui doivent se réaliser. Et comme le sujet ne permet pas la réalisation de certains désirs, ces désirs sont réprimés et ils vont se réaliser sous la forme d'un symptôme. Et le symptôme, la production de ce symptôme, donc quand on parlait de la maladie du tourment, le tourment par exemple, parce que dans la névrose obsessionnelle il y a de nombreux tourments, le tourment c'est une satisfaction substitutive de ce désir inconscient. Une satisfaction substitutive de ce désir inconscient, et en plus parce que le symptôme, en fait, il fait d'une pierre plusieurs coups. Donc il y a d'un côté la réalisation du désir, et d'un autre côté, il y a la punition, parce que le symptôme, c'est une punition pour le sujet. Donc il y a aussi une tranquillité face à le sentiment de culpabilité pour avoir désiré ce qu'il a désiré. Donc ça, c'est déjà les deux premiers coups. Et en plus, il peut y avoir ce qu'on appelle les bénéfices secondaires de la maladie, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont peut-être utiliser ces symptômes dans le social pour soumettre les autres,
pour ne pas aller travailler, non, c'est-à-dire qu'il va y avoir un bénéfice qu'on appelle le bénéfice secondaire. Donc on disait que ces désirs inconscients vont se satisfaire dans les symptômes. Et c'est pour ça que c'est les symptômes, on va dire que c'est quelque chose qui est très important pour le sujet. On ne peut pas dire, allez, boum, on va t'enlever ton symptôme. Parce que c'est quelque chose qui est important dans sa vie, c'est un soutien. C'est quand on parlait des mécanismes de défense, le symptôme, c'est un mécanisme de défense. Le symptôme, c'est le résultat que le sujet a trouvé pour se défendre de quelque chose qu'il ne savait pas comment se défendre de ce qui lui arrivait. Ce désir qui est apparu, il n'a pas eu d'autre option que de se défendre en produisant le symptôme, dans la conscience, bien évidemment. Et donc, c'est ici que va rentrer en jeu, parce que nous faisons toujours référence, nous ne parlons pas de sujets, Fatia, bonsoir, nous ne faisons pas référence à des sujets qu'on va rencontrer dans la rue, sinon que nous faisons toujours référence à des sujets qui viennent en analyse et qui viennent parler. Et donc à partir du matériel, de cette parole libre que va mettre en jeu le patient lors de sa séance, on va y arriver, Sandra, on va y arriver. Lors de sa séance, nous allons pouvoir interpréter. Qu'est-ce que nous allons interpréter? Nous allons interpréter ces phénomènes qui appartiennent à la sexualité infantile. C'est-à-dire que ce ne sont pas des phénomènes qui appartiennent au passé. Et nous n'allons pas aller, le passé, c'est le passé. Ce qui nous intéresse, c'est le présent. Donc nous allons interpréter cette sexualité infantile qui est actuelle, qui est en jeu là comme maintenant, qui nous montre là comme maintenant. D'accord? Pourquoi? Pour pouvoir la transformer, bien évidemment. C'est pour ça que la psychanalyse dit que nous avons la possibilité de transformer le passé, d'avoir une modification sur le passé. Parce que est-ce que des pensées obsessionnelles sont considérées comme TOC? Oui. Donc, c'est-à-dire que d'interprétation en interprétation, petit à petit, le sujet va découvrir d'autres choses de lui-même qui vont faire qu'il va modifier certaines choses de son passé. Puisque le passé, ce n'est pas quelque chose qui est fixe. Le passé, c'est quelque chose qui est différent. À chaque fois que j'en parle d'une manière différente. Donc, à chaque fois, c'est un passé différent. Selon la personne avec qui je suis, j'en parle d'une manière. Si je suis avec une autre personne, j'en parle d'une autre manière. Si j'en parle aujourd'hui et que je suis triste, je vais en parler d'une manière. Et si je suis super contente, je vais en parler d'une autre manière. Donc, vous voyez, il n'y a rien de fixe chez l'être humain. Bonsoir Claudette. Donc on disait qu'il n'y avait rien dans la vie de l'enfant. Non, si on voit un enfant vivre, on ne peut absolument pas prédire l'avenir. C'est-à-dire on sait qu'il y a des choses qui ne conviennent pas tout à fait, mais que ça ne veut pas dire que, on va dire que les enfants dorment dans le lit des parents, ce n'est pas conseillé. C'est-à-dire que c'est absolument pas conseillé. Mais ça ne veut pas dire que l'enfant qui va dormir avec ses parents va produire une névrose. On n'a pas dit ça, on dit que simplement, ce n'est pas conseillé ni pour les adultes qui se retrouvent avec un enfant au lieu d'avoir un autre adulte, par exemple. Hein? Bonsoir Marilyn. Donc nous disions que nous ne pouvons pas prédire l'avenir. Nous ne pouvons pas prédire par le vécu de l'enfant s'il va développer une névrose ou s'il ne va pas en développer. Alors c'est-à-dire qu'il n'y a pas, on va voir et on va voir, on peut pas juger l'enfant, on ne peut pas essayer d'étudier le comportement de l'enfant pour voir après. Non, c'est toujours à partir de l'adulte. Parce que sinon, nous rentrons dans cette manière de penser, comme je soulignais auparavant, c'est-à-dire du positivisme, du rationalisme, d'accord, c'est-à-dire des modes de pensée qui sont complètement différentes de la psychanalyse. D'accord, c'est-à-dire que pour rentrer dans le champ de la psychanalyse, je dois abandonner ces idées. Avez-vous lu Alors, maintenant, on me demande si sur mes lectures, alors je ne sais pas, Daniel m'a posé des questions sur mes lectures, qu'est-ce qu'elle demande? Avez-vous vu le dernier Spielberg, La création cinématographique, n'était pas dans le cas? Moi, je pense que c'est la même chose ici, Daniel, non? C'est-à-dire que on peut faire ce genre de lecture pour s'amuser en disant
une mère adulte qui dort avec sa fille occasionnellement en vacances, par exemple. Mais là, Alexandra, dans tous les cas, ça ne convient pas. Non, dans tous les cas, ça ne convient pas. Après, s'il n'y a pas d'autre lit, c'est une autre chose, mais sinon, ça ne convient pas. Et pour répondre à Daniel, c'est-à-dire, on dit que ça, ce sont des choses qui s'appellent de la psychanalyse appliquée, non? Parce que vous pensez que le film de Spielberg, c'est quelque chose qui est en relation avec Spielberg. Bon, Spielberg, c'est le réalisateur du film. Non? L'histoire, peut-être qu'elle vient de quelqu'un d'autre. Et même si elle vient de quelqu'un d'autre, on va dire qu'on peut analyser on peut le prendre comme exemple, comme si c'était le discours d'un patient, mais on ne sait pas à qui ça appartient réellement. Hein? À qui ça appartient? On ne va pas aller étudier la sexualité infantile de Spielberg avec ses films. D'accord? Sinon qu'on peut le prendre comme exemple pour étudier l'être humain. On va dire pour étudier un être humain, mais puis en plus, ce qui est intéressant dans la psychanalyse, c'est pouvoir l'étudier pour pour qu'il y ait transformation, puisque c'est ça qui nous intéresse. Si on étudie un film, bon, ça va pas transformer, ça ne va transformer personne. Donc, mais c'est vrai que, vous avez raison Daniel, dans les films en général, les gens sont très tourmentés, ou par une chose, ou par une autre. C'est-à-dire que nous avons tendance à être tourmentés, les êtres humains. Donc je vais continuer un petit peu. Donc je disais que en psychanalyse, tout part de l'adulte. Tout part de l'adulte, ou en tout cas du patient qui vient et qui parle. Alors, ce qui nous intéresse, c'est ce patient qui vient et qui parle. Et ce que la psychanalyse donc a découvert, c'est que c'est celui qui souffre, qui pâtit ce genre de symptômes. Quelle est la raison du tourment? Attendez, Céline, attendez, on y arrive. Donc c'est celui qui souffre, qui subit, qui pâtit ce tourment. Hein, on va voir qu'il y a toutes sortes de tourments. On va parler, a priori, on peut commencer déjà par parler de ce qu'on appelle les pensées obsessionnelles, hein, les pensées donc, où le sujet est possédé, en fait, est comme possédé par des idées, donc il n'arrive pas à éloigner, et que les idées s'imposent à lui, il ne peut pas, donc ça c'est un véritable tourment, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui s'imposent à lui, il ne peut pas penser à autre chose. Donc, par exemple, est-ce que, donc dans cette maladie du tourment, mais dans beaucoup d'autres aussi, ce que la psychanalyse elle a découvert, c'est donc qu'il y a une satisfaction pulsionnelle dans la production. C'est pour ça que on ne peut pas l'éliminer. Et si on l'élimine, poum, il va y avoir un autre symptôme qui va surgir. D'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que il faut toucher, on va dire, et il faut avoir accès à la machine qui a produit ce symptôme. Parce qu'en fait, c'est tout un appareil qui a produit ce symptôme. C'est pour ça que on va devoir avoir accès à la machine pour modifier l'utilisation de l'énergie dans la machine. Pour que le sujet n'ait plus besoin de produire ce symptôme pour se défendre de certaines choses. Qu'il ait accès à autre chose. Qu'il ait la possibilité de découvrir d'autres types de satisfaction et pas que la satisfaction dans la... Parce que, bien sûr, le sujet est tourmenté, c'est bien ça la difficulté. C'est-à-dire que d'un côté, il est tourmenté dans la conscience, il est tourmenté dans la conscience, il souffre, comme on dit, c'est une punition pour lui. Et d'un autre côté, il y a satisfaction. Donc il y a d'un côté la satisfaction de son désir qui va se réaliser, quand même, et la satisfaction parce qu'il y a une le symptôme tranquillise son sentiment de culpabilité. Donc vous voyez ce qui est en jeu. Donc c'est pour ça que ce n'est pas facile. Faire face aux symptômes, il ne s'agit pas d'éliminer en psychanalyse les symptômes, sinon il s'agit de mobiliser l'énergie de notre appareil. Donc, pour apprendre, donc, comme je disais, à trouver d'autres types de... Amira, bonsoir, Jasmine, à trouver d'autres manières de satisfaire ses désirs. Alors, ce qu'on pourrait poser comme question, Céline, c'est quels sont les désirs qui se cachent derrière ces symptômes?
donc un peu masochiste. Donc, on va voir. C'est pas qu'il est masochiste, sinon qu'il a un sentiment de culpabilité. Donc, et en fait, on voit par exemple qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas voir un psychanalyste, qui se débrouillent avec leur névrose, qui disent bon, aujourd'hui ça va, je me suis débrouillé, oui j'ai des symptômes, oui j'ai des obstacles pour réaliser ma vie, mais je me débrouille. C'est-à-dire qu'on peut voir que là il y a la satisfaction qu'il obtient dans ces symptômes est plus grande que la souffrance. Il y a une plus grande satisfaction que de souffrance. C'est pour ça qu'il arrive à s'arranger. Parce que Freud il dit, quand la souffrance dépasse le niveau de satisfaction, alors là on va dire toc toc, s'il vous plaît, venez m'aider absolument. Et c'est là où le sujet va faire le geste de venir. Après il y a d'autres gens qui sont un petit peu plus civilisés, dans le sens où ils n'attendent pas de ces cas extrêmes, de ne plus supporter la souffrance ou d'être dans des situations catastrophiques pour pouvoir avoir accès à cet instrument de la psychanalyse qui est pratiquement à la portée de tous. D'accord? Donc, la maladie du tourment, pour pouvoir l'abandonner ou pour pouvoir la remplacer par autre chose, il faut se psychanalyser. Il n'y a pas d'autre possibilité. Alors après, on peut prendre des médicaments, on peut prendre plein de choses, mais parce qu'en fait, ce qu'on va voir dans la névrose obsessionnelle, par exemple, et non, la névrose obsessionnelle, c'est, comme vous le savez, c'est cette névrose en fait où il y a donc une régression, mais actuellement, à un point de fixation, mais pas qui appartient au passé, qui est actuel, qui est toujours là, un point de fixation à cette étape du développement sexuel de l'enfant qui s'appelle l'étape anale, hein, où on voit que c'est en relation donc avec beaucoup de choses, avec par exemple, parce que rappelez-vous, donc anal, c'est en relation donc avec le caca, avec chier, vous voyez comment on utilise le mot chier, merde, et on va voir que nous sommes, non, certains disent que nous vivons dans une société qui souffre d'une névrose obsessionnelle. C'est-à-dire que pas tout le monde, mais que la société elle-même, disons, puisque donc nous devons être nombreux à avoir des traits caractéristiques de cette névrose, puisque nous vivons dans une société, en fait, dans une époque sociale de névrose obsessionnelle, de cette étape anale. Hein. Et donc, et on va voir que cette étape anale, donc il y a tout ce qui fait référence au caca, et il y a ce qui fait référence à retenir, non, lâcher, retenir les rétentions, etc. Donc ça fait partie aussi de ce mouvement, et de ce mouvement de la libido qui est en jeu donc dans cette étape, et de tout ce qui concerne le contrôle, hein, toutes ces tendances de vouloir contrôler ma vie, de contrôler mes sentiments, de contrôler mes désirs. Donc tout ça, ça fait partie de cette étape donc, par laquelle nous sommes passés et que nous voyons que nous avons tendance à régresser à cette étape. Et donc on va voir un petit peu ce mécanisme, pourquoi il a lieu. En fait, ce mécanisme, il a lieu, cette production des symptômes ont lieu parce que face à quelque chose que le sujet considère comme intolérable pour lui, quelque chose qui se présente dans la réalité extérieure ou dans la réalité intérieure, où il va y avoir quelque chose qui se produit dans le sujet qui est intolérable. Soit bonsoir. Donc, face à cette situation intolérable, le sujet, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réprimer. Et réprimer, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est réprimer? Ça veut dire que cette idée, cette représentation, cette image, ce désir qui se présente intolérable est associé à une énergie. D'accord? Donc on peut penser par exemple qu'il y a une énergie qui est associée à une idée. Et quand on réprime, en fait on va les séparer. L'idée va être réprimée et elle va disparaître dans l'inconscient. Elle va disparaître, mais pas complètement, parce que ce qui est dans l'inconscient continue à vivre, mais de façon inconsciente. Et elle va continuer à vivre en s'associant avec d'autres choses. Et de l'autre côté, nous avons quoi? Nous avons ce qu'on appelle l'affect, ce qu'on appelle l'énergie. Et l'énergie, ça, on ne peut pas la réprimer. C'est une énergie, c'est quelque chose qui est là qu'on ne peut pas réprimer. Donc cette énergie
qui est au départ, qui se retrouve libre, donc il n'y a plus de représentation, elle a perdu sa représentation. Donc cette énergie qui est libre, quand elle est libre trop longtemps, elle peut produire des angoisses. C'est pour ça qu'il va falloir cette énergie, qu'est-ce qu'il va falloir? Il faut qu'elle s'unisse à une autre représentation. Et ce qu'elle va faire, en tout cas ce qui se passe dans le phénomène de la névrose obsessionnelle, c'est que cette énergie qui est libre, elle va chercher donc une autre représentation, et en fait elle va s'unir à une autre représentation, n'importe laquelle. Alors c'est pour ça que des fois nous avons des pensées obsessionnelles qui sont complètement stupides. Oui, c'est l'énergie qui a trouvé une idée que la conscience tolère. La conscience, elle accepte certaines idées pour remplacer celles qu'elle n'a pas tolérées auparavant. Et donc, elle va remplacer ces idées et elle va s'associer à d'autres représentations. Et des représentations, donc on va voir, à l'âme, bonsoir, ces représentations, en fait, qui peuvent être n'importe quelle représentation. Donc, c'est-à-dire n'importe laquelle. Une idée tolérable pour la conscience. Et c'est pour ça que des fois, ce sont des choses insignifiantes. Ce sont des bêtises. C'est-à-dire une idée qui va aller chercher à quoi? Tromper la conscience. C'est-à-dire que le sujet ne va absolument pas se rendre compte qu'il s'agit d'autre chose. Par exemple, il y a des gens, pour s'habiller le matin, ils ont un certain rituel et ils doivent, par exemple, il y a des gens qui souffrent de ça et ils doivent mettre leurs chaussettes plusieurs fois. Donc ils les mettent, ils les enlèvent, ils les mettent, ils les enlèvent, ils les mettent, ils les enlèvent. Plusieurs fois avant de se décider à aller stop. Donc ils doivent répéter un rituel. Donc vous voyez, ce sont sur des détails de notre vie. Asna, bonsoir. Taweli, bonsoir. Ou Shaima, je ne sais pas. D'accord? Donc on va se retrouver à faire des choses, on dit mais pourquoi je fais ça? Ou j'ai besoin d'un oreiller comme ceci, ou j'ai besoin d'un... Alors on devient dans ce qu'on appelle les maniaques, où il y a besoin d'exactement quelque chose de tout à fait précis. Et en fait, on voit que ce sont des bêtises dans notre vie, des choses qui n'ont aucune importance. Et pourtant, il y a beaucoup d'importance. Et pourquoi? Parce qu'il y a cette énergie qui vient d'une représentation différente, qui était donc très forte, qui s'est associée à quelque chose d'insignifiant. Et donc, cette chose qui est insignifiante pour quelqu'un d'autre devient énorme pour le sujet. Et donc, ça a énormément d'importance. Et énormément d'importance, ça veut dire qu'il ne peut pas éviter. C'est quelque chose qu'il ne peut pas l'éviter. Cette chose insignifiante a énormément d'énergie et que, Hélène, bonsoir, et qu'elle doit obligatoirement se réaliser. Le sujet ne peut pas y échapper. Vous voyez que nous sommes dirigés par notre appareil psychique. C'est lui qui commande. C'est pas nous, c'est lui qui commande. Donc nous nous retrouvons en train de faire des choses. On dit mais qu'est-ce que je fais? Et pourquoi je suis toujours en train de penser à ça? Parce que c'est quelque chose d'intolérable, Jasmine. D'accord? On réprime parce qu'il y a une idée qui est déplaisante. Alors il y a des gens qui répriment beaucoup parce que au moindre déplaisir, boum, ils répriment. Ils ne tolèrent aucun déplaisir. Donc ils répriment beaucoup. Et sinon, il y a d'autres choses, d'autres idées, on va dire, que la conscience ne tolère absolument pas. Donc des fois, c'est pas simplement un déplaisir, sinon que c'est quelque chose que la morale du sujet ne lui permet pas. J'ai désiré quelque chose que ma morale m'interdit, qui n'est pas interdit par la loi, mais que ma morale personnelle interdit. Alors, c'est pour ça qu'aussi, on va voir que ça tourne à l'obsessionnel, alors, exactement. D'accord? Et donc, il va y avoir... Donc, le névrosé obsessionnel, il se retrouve en train de penser à des choses donc qui le possèdent, qui l'obligent. Il est comme possédé par des idées, des trucs stupides. Et stupides, c'est-à-dire parce que ce sont des idées qui ne représentent rien dans la vie du sujet. Ce sont des détails où on va mettre où le sujet a besoin de se laver les mains 50 fois par jour. Il a les mains propres, mais il va se laver les mains. Donc, ce sont des choses où et le sujet, en plus, il le sait. Parce qu'aussi, la particularité, c'est ça, c'est que le sujet, c'est une personne intelligente. C'est pas parce qu'il fait des choses stupides qu'il est stupide. Il est tout à fait intelligent. Il sait très bien que se laver autant de fois les mains, ça n'est pas nécessaire pour vivre, mais que lui, il peut pas l'éviter. Donc, il ne peut pas éviter d'aller se laver les mains
Pourquoi? Parce que s'il évite de faire ces petites choses, ça va produire de l'angoisse. Donc, entre l'un et l'autre, il choisit, pour se libérer de l'angoisse, en fait, il va appliquer ce petit rituel, non, duquel il ne se peut pas se défaire. Tôt ou tard, tu dois affronter, d'après moi, si tu n'affrontes pas, à force d'éviter, c'est pire pour nous. Donc en fait, on ne peut pas arrêter, parce que c'est pas vrai ce que dit Hélène. C'est-à-dire que j'arrête, je me force à arrêter de me laver les mains. Et en fait, il va apparaître un autre symptôme ailleurs. Parce que la machine, l'idée qui était au départ qui me dérangeait, elle est toujours là. Hein. Et en plus, ce qui se passe, c'est que si j'essaye au lieu de reconnaître qu'il y a quelque chose que j'ai du mal que ma morale ne tolère pas, au lieu de faire ce pas et d'essayer de reconnaître ce que j'ai des difficultés à reconnaître et à accepter, m'obliger à modifier le résultat. Non, c'est comme dit Freud, c'est comme essayer d'enlever la cigarette ou l'allumette qui a provoqué l'incendie au lieu de m'occuper d'éteindre le feu. Donc je vais enlever l'allumette et je vais dire ça y est, le problème est résolu. Non, non, c'est quelque chose donc de... Et donc c'est-à-dire que on va repartir sur cette idée donc qui est intolérable pour le sujet. Et en fait, c'est pour ça qu'on dit que c'est un mécanisme de défense, mais en fait, il se défend de certains désirs inconscients qu'il a. Et ces désirs sont tous en relation avec quelque chose d'incestueux. Alors, ce ne sont pas obligatoirement des désirs incestueux, mais qui sont en relation avec quelque chose d'incestueux. On va même voir que il y a des fois où ce n'est pas incestueux, c'est le sujet qui a mis quelque chose d'incestueux sur son désir, alors que son désir n'est pas du tout incestueux. Par exemple, une jeune femme qui tombe amoureuse d'un homme qui est bien plus âgé qu'elle, et elle va dire oh, non, c'est incestueux, il pourrait être mon père. Oui, mais ce n'est pas votre père. Ce n'est pas incestueux, ce n'est pas votre père. Non? Alors donc il y a donc elle va réprimer son désir en disant non, non, ce n'est pas possible, il pourrait être mon père. Non? Donc il va non, Annelise, c'est quelque chose qu'on va voir qui, en fait, ça correspond, ces désirs, la répression. La répression, c'est quelque chose qui va rentrer en jeu. Non, c'est un mécanisme qui va rentrer en jeu sur les différentes névroses de transfert. Donc, mais pour revenir sur ce désir incestueux, c'est-à-dire que parfois, donc il y a, bonjour Isabelle, parfois il y a ce désir qui n'est pas incestueux, mais que le sujet, avec cette morale, cette hyper morale qu'il le fait, c'est pour ça qu'on parle d'un tourment, exactement, le tourment va augmenter, exactement. Alors qui a dit ça? Que le tourment déjà un tourment c'est déjà considéré comme une obsession. Non, mais surtout que le tourment, en fait, Sandra, ce qui se passe, c'est que le tourment va s'étendre de plus en plus. Donc au début, je commence et je fais simplement mes chaussettes. Je les mets, je les remets, je fais ça pendant 10 minutes avant de me décider à m'habiller. Et puis après, je vais faire ça avec d'autres choses. Et après, encore avec d'autres choses. Et encore avec d'autres choses. Exactement, c'est ce sur moi qui est très sévère, qui est hyper moral. D'accord? Et donc, le sujet, mais c'est le sujet, c'est une partie du sujet, c'est le sujet qui est hyper moral, non? Exactement, Marie-Thérèse. C'est-à-dire qu'il va rendre son désir, qui n'est pas incestueux, mais qui va le transformer en désir incestueux. Et donc, qui va le réprimer comme s'il s'agissait de désir incestueux. Et donc, il se retrouve, donc, voyez, c'est-à-dire que le sujet, il n'a rien fait de mal. Il n'a même pas désiré quelque chose qui est interdit. Et pourtant, il se punit, il provoque des symptômes comme si il avait désiré quelque chose d'interdit. Donc vous voyez que on n'est pas sorti de l'auberge. Et alors, rappelons, parce que ça aussi c'est très important, que la morale. Parce que la morale, on va dire, ou quand on parle de la morale, ou quand on parle d'un surmoi hyper moral, d'où elle vient cette morale? Pourquoi on a une morale, Karima, bonsoir, hein, une morale super, hyper morale?
bah, ça vient de l'enfance, encore une fois. Ce sont des restes de l'enfance qui sont toujours là et qui fonctionnent comme si l'enfant avait 5-6 ans. C'est-à-dire qu'il est nécessaire, quand l'enfant a 5-6 ans, de lui mettre ce qu'on appelle des barrières. Non, non, c'est pas les parents, ce n'est pas les parents, Jasmine. Donc de lui mettre des barrières, et c'est ce qu'on fait avec les enfants, lui mettre des barrières dans le sens où il doit arrêter de se promener tout nu, il ne peut pas jouer avec son caca, il doit renoncer à ses satisfactions, et que petit à petit, donc on va le mettre sur le chemin, l'orienter sur le chemin de la civilisation. Pourquoi? Pour apprendre à vivre avec les autres. Apprendre à vivre avec les autres. Et donc, pour limiter ces excès de sa pulsion sexuelle qui veut toujours s'exprimer, non, non, Corinne, ce n'est pas en relation avec l'éducation stricte. Non, c'est en relation avec la constitution de cet appareil. D'accord? On va voir que c'est bien plus complexe que ça, parce que sinon il suffirait de traiter un peu les parents. Bon, on pourrait les traiter aussi, non? Mais il ne s'agit pas d'avoir, parce que sinon on pourrait parler d'une éducation parfaite. Alors voilà, il ne faut pas être ni trop strict, ni non, parce que la morale, c'est pas exactement la morale des parents. C'est une morale qui va se présenter à l'enfant, donc dans toute la société dans laquelle il vient, et puis en plus on va voir que le surmoi que le sujet va constituer, c'est un élément de l'histoire, d'une partie, on va dire, de l'histoire de l'humanité, pratiquement. D'accord? Donc, Sonia, l'appareil psychique est comme ça quand il provoque des symptômes. D'accord? C'est-à-dire, ce n'est pas l'appareil psychique qui est comme ça. C'est le sujet qui ne tolère pas ses désirs. Non? Comme je vous disais, par exemple, une jeune femme qui ne tolère pas, qui a réprimé tout de suite son désir pour un homme beaucoup plus âgé qu'elle, par exemple. Et donc, comme elle ne peut pas faire face à ce désir, pourquoi? Parce qu'elle le considère comme un désir incestueux, parce qu'elle est comme elle est très âgée, c'est comme mon père. Donc, elle le réprime. D'accord? Et à la place, elle va produire un symptôme. Bonsoir, Zetnet Ulu Ulu. Et ça produit un véritable tourment pour le sujet. D'accord? C'est-à-dire que ça va produire un véritable tourment. Non? Par exemple, il y a, quand on parle de l'hypermorale, non? Par exemple, quand on parle aussi de ces... On va voir comment elle va être limitée. Non? Vous voyez les enfants quand ils jouent, quand ils sont petits, ils jouent devant nous, ils nous montrent comment ils jouent. Ils nous montrent les fantasmes qu'ils réalisent en jouant, qu'ils jouent à la maman, ils regardent comment ils font avec le bébé, etc. Donc ils font des choses, non? Ils nous montrent, ils ne se cachent pas. Par contre, Freud, il va dire, comment l'adulte il continue à jouer? Il va fantasmer. Et dans ces fantasmes, l'adulte, il n'en parle pas. Ça, il les cache, ces fantasmes. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une grande différence entre cet enfant qui montre tout à tout le monde et qu'il va falloir donc limiter, parce que bien sûr qu'il a des désirs, maman, je veux me marier avec toi quand je serai grand. Tout ça, ça va devoir après être, comment on dit, il y a un mot en français, j'imagine que je ne me rappelle pas, mais qui va devoir donc être soustrait à la satisfaction directe et qu'il va devoir trouver donc d'autres éléments pour pouvoir satisfaire ça. Et donc il va y avoir toutes ces limites. Et les limites, ça va être ce qu'on appelle les barrages. Et la morale, c'est un des barrages. Non? Il y a la honte, la pudeur, la répugnance et la morale, par exemple. Et donc tout ça, non, on va dire, non mais okay, quelle horreur, on met pas ça dans ta bouche. Répugnance. Et donc c'est tout ça des éléments qui sont nécessaires pour l'enfance pour le mettre, donc comme je disais, sur ce chemin de la civilisation. Non, il n'est pas possible de ne pas avoir de fantasmes. On a tous des fantasmes. Mais, et donc pour le mettre sur le chemin, mais après, tous ces barrages qui ont été utiles pour l'enfance, après il faut qu'ils disparaissent. Ils n'ont plus rien à faire là. Cette hyper-morale qui était nécessaire pour que l'enfant ne se masturbe pas devant tout le monde, c'était normal d'être, de l'empêcher, on va dire, pourquoi? Pour pouvoir vivre avec les autres. Mais tous ces barrages, tous ces éléments, après, il faut pouvoir les diluer. Ils ne doivent plus, je veux dire que la pudeur doit se perdre, la honte doit se perdre, la répugnance doit se perdre, et la morale, elle doit aussi se diluer. La morale doit se diluer. Pourquoi? Parce qu'elle est incorporée.
On n'en a plus besoin, on n'a plus besoin toujours de quelqu'un qui me dit tu ne dois pas faire ça, hein, Clémence, tu ne peux pas faire ça, parce que ça y est, c'est incorporé. J'ai appris à vivre avec les autres. Est-ce que le narcissisme primaire peut devenir pathologique, narcissique à l'âge adulte s'il n'est pas résolu? Mais on va dire que le narcissisme n'est jamais résolu. On ne résout jamais le narcissisme. Donc l'environnement de l'enfant a un rôle important. Pourquoi? Non, c'est le travail que l'adulte va faire par la suite. D'accord? Ce qui est véritablement important, c'est le travail qu'il va faire par la suite. C'est-à-dire que quand il va continuer à avoir une attitude infantile au niveau de l'adulte. Et pourquoi l'adulte il continue à avoir des attitudes infantiles dans la vie actuelle, dans la vie de l'adulte? C'est parce qu'il a des difficultés à faire face à certaines choses de la vie matérielle, et non seulement de la vie matérielle, sinon de sa propre vie psychique. Et ces gens où on va voir qu'ils savent très bien développer leurs activités, etc. Mais leur relation avec, on va dire, leur intérieur, hein, c'est-à-dire avec leur vie psychique, ben là, ils ont des difficultés. D'accord? Non, là, il ne s'agit pas de narcissisme pathologique. Donc, quand on parle de ces tourments, non, pour montrer un petit peu de ces tourments, donc on a parlé de ces idées qui s'imposent au sujet, et donc le sujet ne peut pas gouverner ses propres idées, ou il n'est pas maître, on dit, dans sa maison, puisqu'on lui dit ce sont des enfants d'une grande sensibilité. Non, non, ce n'est pas en raison des enfants, on parle de l'adulte. Non, vous avez des enfants qui ont une grande sensibilité dans l'enfance, et qui ensuite grandissent, se transforment, se développent et savent faire, faire des choses fabuleuses dans la réalité sans plus de symptômes, avec un minimum de symptômes. Non, non, ce n'est pas en relation avec leur enfance. Donc, Christine, bonsoir. Donc, il y a une chose qui va être aussi très intéressante. Donc, quand on parlait de ces tourments, donc on parlait des idées obsessionnelles. On parle aussi de ces idées, donc je donnais l'exemple de se laver les mains, de se mettre sa chaussette, ou de sortir de la maison et être obligé de revenir pour vérifier si j'ai bien éteint la lumière ou si je ne l'ai pas éteinte. Donc c'est comme une obligation, je ne peux pas l'éviter, je dois obligatoirement revenir à la maison pour voir si là j'ai bien éteint la lumière. Et en fait, on va voir que tous ces actes, après il y a plein de cérémonies aussi que le sujet est obligé de faire avant de se coucher, il est obligé de faire certaines choses, plier les vêtements de telle façon, faire ceci, faire cela. Donc on va voir qu'il est dans une situation où en fait il limite de plus en plus sa vie, parce qu'il a de plus en plus d'obligations, comme s'il y avait quelqu'un qui l'habitait, que lui était obligé de faire ça, t'es obligé de faire ça, t'es obligé de faire ça, t'es obligé de faire ça. Et le problème, c'est pas seulement qu'il limite énormément sa vie, puisqu'il se retrouve en train de travailler pour quelqu'un qu'il ne connaît pas, non, de faire des choses pour quelqu'un qu'il ne connaît pas, mais qu'en plus, il dépense une énorme énergie à faire tout ça. C'est-à-dire son énergie psychique, elle est utilisée, des fois même physique, elle est utilisée à faire des choses complètement inutiles. Donc bien sûr, sa vie, elle est vraiment réduite. C'est-à-dire qu'il y a une grande limitation dans la vie. Donc on dit, où est ma vie? Où est ma vie? Parce qu'en fait, je ne fais qu'obéir à des manifestations qui viennent de l'extérieur, qui m'obligent à faire des choses. Et donc je me retrouve, ma vie, elle est, c'est une vraie prison. Non? Bonsoir Racha. Alors on va voir, parce que ce qui va être intéressant, c'est que tous ces symptômes, parce que chacun a des symptômes différents. Quand je dis qu'il y a des gens qui ont besoin de se laver plusieurs fois, ou un grand nombre de fois les mains pendant la journée, mais ça veut dire aussi que chacun va en parler d'une façon différente, et chacun va l'appliquer d'une façon différente. Et on va voir que tout ça, c'est en relation
avec l'idée qui a été réprimée, avec la première idée qui a été réprimée, c'est-à-dire qu'il y a une relation entre ce qui je manifeste dans le symptôme et cette idée que j'ai réprimée. Et donc il y a un chemin, une association d'idées qui a été construite pour arriver à ce symptôme. Ben, il faut le laisser grandir pour savoir si cet enfant pourra utiliser la sublimation. Il faut le laisser grandir. Non, ne pas intervenir dans le développement de l'enfant. Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est parce que nous intervenons trop de façon, avec trop de demandes vis-à-vis de l'enfant. C'est pour ça que l'enfant, après, il est déboussolé. Donc, on va voir, par exemple, non, un exemple qu'apporte Freud, qu'apporte Freud dans un de ses textes, où il dit qu'il y a une jeune femme qui souffre de reproches obsessifs, non, obsessionnels. Et c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle ouvre le journal, elle découvre un délit, elle découvre qu'il y a eu un délit, un assassinat, un vol, et elle ne peut pas éviter de se sentir responsable. Elle pense tout de suite que c'est elle. Alors, elle se rend compte que c'est une stupidité. Elle se rend compte qu'elle n'a rien à voir avec ça, mais elle ne peut pas. C'est une idée absurde qui s'impose à elle et qu'elle ne peut pas éviter. D'accord? C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on parle de tourment. Parce qu'en fait, elle est tourmentée avec cette double vision où elle sait qu'elle n'est pas responsable. Et pourtant, elle est capable d'aller au commissariat pour se dénoncer. Il y a plein de gens qui vont au commissariat pour dénoncer quelque chose qu'ils n'ont pas commis. D'accord? Mais qui vient donc à partir de qui vient de ce désir qui est à la base. Donc, et de ce tourment, non? Donc, c'est-à-dire que dans les commissariats, il y a des innocents qui se présentent comme coupables. Et à l'intérieur de ces innocents qui se présentent comme coupables, eh ben, il y a des névrosés obsessionnels. D'accord? Jasmina, bonsoir. Donc, il va dire que cette jeune femme, qui est donc passée par le divan de Freud, qui est donc allée en analyse, et en fait, avec le travail analytique, donc avec le fait que cette jeune femme a commencé à parler, et que, en fait, Freud, il écoute, qu'elle fait référence, qu'il y a un certain âge où elle a commencé à se masturber. Et comme son attitude était hyper morale, eh ben, qu'elle a vu la masturbation comme un péché grave, donc elle a réprimé son attitude, et donc à la place, elle se sentait coupable de n'importe quelle chose. Donc, comme elle se sentait coupable de se masturber, la masturbation, elle a disparu, et elle était coupable de n'importe quelle autre chose. D'accord? Vous voyez, donc la culpabilité, l'idée de la culpabilité est toujours là, mais elle s'est déplacée ailleurs, et sur n'importe quoi d'autre. Parce que ça ne rentre pas dans la raison. La raison, c'est pas logique, c'est pas la raison. D'accord? Et ensuite, il nous donne un autre cas aussi qui est intéressant. Il dit d'une femme qui souffre aussi d'un tourment donc très grand parce qu'elle a de grandes tentations de vouloir se jeter du balcon. Elle voit une fenêtre et tout de suite, elle pense à se jeter par la fenêtre. Elle a de grosses impulsions, alors elle ne le fait jamais, mais elle a l'impulsion de tout le temps de vouloir se jeter par le balcon. Et pas seulement ça, sinon que dès qu'elle voit un couteau, elle a envie de le prendre et elle a envie de tuer son fils. Alors vous imaginez, pour une mère, ça c'est quelque chose, on va dire, un tourment. Vous voyez que ce sont des tourments et des tourments qui sont très forts. Parce que là, j'ai ça dans la tête, je n'ai aucune idée de tuer mon fils, j'adore mon fils, j'aime mon fils, mais j'ai des impulsions comme ça. Non? Il n'y a pas de différence, Annelise. Non? Mais j'ai des impulsions comme ça. Donc il y a une grande souffrance, c'est une grande souffrance, un tourment, on va dire. Plus qu'une souffrance, c'est un tourment. Et en fait, donc cette femme aussi, quand elle va commencer à parler, eh ben, on va découvrir, donc Freud va découvrir qu'en fait, cette femme, elle a très peu de satisfaction dans sa vie. Et elle a particulièrement très peu de satisfaction sexuelle dans sa vie. Que son mari ne s'occupe pas spécialement d'elle, qu'ils font l'amour tous les 6 mois. Et en fait, à chaque fois qu'elle se retrouve face à un homme, elle a des fantasmes érotiques. Et ça, elle ne se le permet pas. Elle réprime ces fantasmes érotiques. Et donc, pourquoi? Parce que face à ces fantasmes érotiques,
elle n'a plus confiance en elle, elle a peur qu'elle va se jeter sur l'homme et puis qu'elle va vouloir le violer. Donc, comme elle a ce genre de fantasmes qui sont totalement intolérables pour elle, parce que ça, quand je dis qu'elle a des fantasmes érotiques, c'est des mois et des mois d'analyse pour arriver à ce résultat, parce que c'est du matériel qui est réprimé et la femme, elle ne connaît absolument pas ces désirs-là. Donc, elle a la sensation, elle n'a plus confiance en elle. Donc, de la même façon qu'elle a réprimé ses fantasmes et qu'elle a commencé à penser qu'elle était capable de n'importe quoi, comme de tuer son fils, comme de se jeter du balcon. Au lieu de quoi? Au lieu de faire face à des fantasmes sexuels. Parce qu'il ne s'agit pas de passer à l'acte, ni d'être infidèle à son mari. Simplement qu'elle ne tolère pas des fantasmes sexuels. Des fantasmes sexuels inconscients qu'elle ne connaissait pas. Elle a eu besoin de Freud pour découvrir qu'elle avait ces idées-là. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire qu'il existe un monde inconscient, il existe un monde inconscient où nous ne pouvons avoir accès que grâce à l'instrument analytique. C'est-à-dire avec le travail de l'association libre et le travail du psychanalyste. D'accord? C'est-à-dire que c'est une situation où actuellement, il n'y a pas d'autre possibilité. Pour avoir accès à l'inconscient, le seul instrument qui existe actuellement, c'est la psychanalyse. Voilà pour aujourd'hui. Donc merci de partager cette vidéo dans vos réseaux sociaux. D'accord? Nous continuerons donc mardi prochain avec un nouveau sujet. Donc, je vous invite aussi à vous inscrire à ce nouveau cours que nous allons faire, qui est très intéressant, qui va commencer le 19 mars. D'accord? Merci à vous, Marie-Thérèse, Alexandra. Donc, le 19 mars, nous commençons un nouveau cours, donc justement sur la dépression, deuil et mélancolie. Passionnant. Pauline, bonsoir. Serge, bonsoir. Alice, bonsoir. Merci à vous, Amira. Et l'hypnose. Ah, mais ça c'est un autre sujet. Carlos, bonsoir. Annick, merci. Nathalie, belle semaine à vous. Merci. Donc, vous pouvez aimer cette page. Marie-Laure, Cécile, Sonia. Donc, vous pouvez aimer cette page, partager sur vos réseaux et vous inscrire au cours. Michel, bonsoir. Et je ne connais pas le nom là. Racha, bonsoir. Monique. Merci à vous, Jean-Loup. Nadine, bonne soirée. Linda, bonsoir. Merci à vous, Corinne. Marilyn, Amira, Estelle, merci, Christine. Et vous pouvez aussi consulter un psychanalyste, bien évidemment. C'est la chose la plus importante à faire. Marie, Annelise, Claudette. Allez, bonne fin de soirée, bonne continuation, Fatima. À la prochaine fois, à mardi. De toute façon, nous savons que nous avons cet rendez-vous qui, pour l'instant, est un rendez-vous fixe. Alors, à mardi prochain. Allez, au revoir. Ciao, ciao. Au revoir, Sandra.